bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines de l'Empire Khmer. Les terres qui allaient devenir le cœur de l'Empire Khmer se trouvent au sud-est de l'Asie, une région marquée par un climat tropical et des paysages de plaines inondables, de forêts denses et de rivières sinueuses. Dès l'Antiquité, ces milieux ont offert aux premiers habitants des conditions favorables à l'agriculture, en particulier la culture du riz, élément central de leur subsistance et de leur organisation sociale. La vallée du Mékong et le bassin du Tonlé Sap, un vaste lac saisonnier, ont constitué le théâtre naturel où se sont développées les sociétés qui ont jeté les bases de ce futur empire. La gestion des ressources en eau, indispensable dans ces zones sujettes aux crues, a joué un rôle déterminant dans la construction des premiers établissements. Le contrôle et la maîtrise des systèmes d'irrigation, associés à un savoir-faire ingénieux, ont transformé ce territoire en une véritable plaque tournante de la vie humaine. Les premières communautés villageoises ont émergé grâce à une combinaison d'activités agricoles et de pêche, soutenues par une organisation sociale embryonnaire où le chef local détenait à la fois le pouvoir politique et religieux. Aux alentours du premier millénaire, les traces archéologiques révèlent des établissements structurés avec des habitations sur pilotis adaptées aux inondations saisonnières et des sanctuaires modestes en bois. La position géographique facilitait également les échanges commerciaux avec les populations voisines, notamment celles établies le long des routes menant vers l'Inde et la Chine. Ces interactions, marquées par des influences culturelles et religieuses majeures, ont contribué à la construction d'une identité régionale originale, mêlant traditions locales et éléments venus de l'extérieur. L'influence de l'Inde sur la civilisation khmer est particulièrement perceptible dès cette période. L'introduction du brahmanisme, puis du bouddhisme, a accompagné la montée en puissance des souverains locaux qui employaient la religion pour légitimer leur autorité. Ce processus n'a pas indiqué une simple adoption de croyances étrangères, mais un dialogue complexe où les symboles et pratiques indiens furent adaptés au contexte khmer. En parallèle, le développement d'un système d'écriture emprunté aux langues de l'Inde du Sud a permis de consigner des lois, des hymnes religieux et des actes royaux, contribuant ainsi à la formation d'une administration plus centralisée. La maîtrise de cet alphabet et l'usage des inscriptions sur la pierre posèrent les premières pierres d'une historiographie locale durable. Au fil des siècles, des entités politiques plus solides se sont formées, marquées par le rassemblement de plusieurs villages autour de centres religieux et commerciaux. Ces petits royaumes, parfois rivaux, ont contribué à stabiliser la région avant que n'apparaisse l'impulsion nécessaire à la naissance d'une monarchie forte. La trajectoire de ces sociétés reflète un passage progressif de formes sociales tribales, basées sur l'entraide communautaire, vers des États territoriaux avec des institutions complexes. L'accumulation de surplus agricoles et le commerce florissant favorisaient l'apparition d'une élite dirigeante capable de mobiliser des forces importantes pour bâtir des projets dont la grandeur laisse encore aujourd'hui des marques profondes. Parmi ces témoignages, les réserves d'eau et les constructions en pierre symbolisent la puissance et la pérennité naissante. L'un des épisodes marquants de cette phase initiale est la fondation de la ville qui allait devenir Angkor, située stratégiquement au cœur du bassin versant. Dès son établissement, ce lieu bénéficia d'un réseau hydraulique étendu, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne, visant à réguler l'eau pour l'agriculture et la vie quotidienne. Cette planification témoigne d'une maîtrise technique et d'une organisation sociale capable de coordonner des centaines de travailleurs sur de longues périodes. Angkor ne se limitait pas à une simple fonction administrative, mais se voulait également un centre religieux de premier plan. Le choix des sites pour les temples reflétait une intention cosmologique, s'inscrivant dans une vision où l'ordre divin et terrestre s'entremêlaient. Les premiers temples construits en matériaux durables, principalement la pierre, commencèrent à apparaître à cette époque.
Leur architecture faisait écho aux montagnes mythiques et aux conceptions sacrées issues du brahmanisme, permettant aux rois de s'identifier aux divinités protectrices. Ces constructions, plus que de simples lieux de culte, servaient à affirmer le lien entre le pouvoir politique et la spiritualité, un facteur clé dans la consolidation de l'Empire. Les bas-reliefs sculptés sur les murs relatent des épisodes historiques, mais aussi des légendes et des mythes anciens, conservant ainsi une mémoire collective qui dépasse les simples faits politiques. Cette interaction entre art, religion et pouvoir fut le ciment de la société khmer. Sur le plan économique, le développement du réseau commercial permit à Angkor de rayonner bien au-delà des frontières actuelles du Cambodge. Les échanges avec l'Inde, la Chine et d'autres régions d'Asie du Sud-Est apportèrent des idées, des produits et des techniques enrichissant la civilisation. Les routes fluviales facilitèrent le transport des marchandises volumineuses, tandis que les marchés locaux structuraient une économie interconnectée. L'agriculture intensive soutenue par les infrastructures hydrauliques garantissait une production suffisante pour alimenter une population en croissance constante. Ainsi, Angkor devint une métropole incontournable, témoignant d'un équilibre habile entre ressources naturelles, innovation et organisation sociale. Les traditions religieuses jouèrent également un rôle fondateur dans la structuration du territoire et la vie quotidienne. Le système des divinités tutélaires, inspiré par les croyances indiennes, fut incorporé au culte des ancêtres et à des cultes locaux spécifiques. Cette symbiose démontrait la capacité d'adaptation et de transformation des pratiques culturelles. Les rois, considérés comme des figures semi-divines, étaient au centre de ces rituels, renforçant ainsi leur rôle d'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des dieux. De nombreux festivals et cérémonies rythmaient l'année, structurant la société autour d'un calendrier religieux et agricole précis. Ces éléments contribuèrent à forger une identité culturelle stable et durable. Avec le temps, la capitale et ses environs devinrent un foyer d'innovation artistique et scientifique. Les sculpteurs, architectes et artisans développèrent des techniques complexes, donnant naissance à un style unique, reconnaissable par ses motifs caractéristiques et son élégance. Ce rayonnement culturel s'accompagna de progrès dans les domaines de l'astronomie, de la médecine traditionnelle et de la planification urbaine. Les savants de la cour jouaient un rôle important pour conseiller les dirigeants et préserver le savoir accumulé. Ainsi, le territoire khmer s'affirma comme un centre de civilisation remarquable, capable de rivaliser avec les grandes puissances de son temps. Les successions dynastiques furent parfois marquées par des tensions, mais aussi par des périodes de stabilité qui permirent de consolider les acquis et d'étendre l'influence khmer. Les rois cherchaient à étendre leur contrôle par des campagnes militaires et des alliances stratégiques, renforçant ainsi la cohésion du territoire. La construction de monuments et la tenue de cérémonies étaient autant de moyens d'affirmer leur légitimité et d'assurer la transmission du pouvoir. Ces dynamiques politiques participèrent à la formation d'un empire dont les contours s'affirmaient peu à peu, dessinant le paysage historique d'une région longtemps sous-estimée. Les récits et les inscriptions dévoilent également la coexistence de plusieurs croyances et pratiques religieuses, parfois concurrentes, mêlant brahmanisme, bouddhisme et animisme. Cette diversité spirituelle reflète la richesse culturelle de l'Empire khmer, capable d'intégrer sans dissoluer les particularismes locaux. Au fil des siècles, les formes religieuses évoluèrent, influençant l'art, la politique et la société. Les échanges avec les régions voisines ont accentué ces transformations, plaçant Angkor au carrefour d'un réseau d'influences complexes, toujours en mouvement. On perçoit ainsi une civilisation à la fois enracinée dans ses traditions et ouverte au changement. Le contexte géographique joua un rôle primordial dans cette évolution. Le positionnement près des grandes voies fluviales facilitait non seulement les échanges, mais aussi la diffusion des idées. La topographie offrait des espaces propices à l'établissement d'infrastructures durables, tandis que le climat dictait les rythmes agricoles et religieux. Ces conditions naturelles forgèrent un mode de vie équilibré entre exploitation raisonnée des ressources
et respect des équilibres écologiques. La maîtrise de cette coexistence témoigne d'un savoir ancien, souvent oublié dans les analyses modernes, pourtant indispensable pour comprendre la longévité de cet empire. Par ailleurs, les développements techniques en matière de construction illustrent les compétences avancées des architectes et ingénieurs khmers. Les temples étaient conçus non seulement comme des structures religieuses, mais aussi comme des symboles du cosmos. Leur orientation et leur disposition respectaient des principes astronomiques, assurant une cohérence symbolique avec les cycles célestes. Ces réalisations nécessitaient une organisation sociale rigoureuse et des moyens considérables, démontrant la capacité d'une société à mobiliser ses ressources au service de projets à long terme. Ces édifices monumentaux restent aujourd'hui les témoins d'un savoir-faire exceptionnel et d'une vision du monde bien définie. En synthèse, les origines de l'Empire khmer trouvent leurs racines dans une conjonction de facteurs naturels, sociaux et culturels favorables à la formation d'un État puissant et durable. La gestion ingénieuse des ressources hydriques, l'intégration des influences extérieures et la construction de liens politiques et religieux solides ont jeté les fondations de la civilisation d'Angkor. Cette étape fondatrice s'inscrit dans une dynamique de progrès continu, marquée par l'adaptation et l'innovation, préparant le terrain pour les siècles de grandeur à venir. C'est à partir de ce socle que s'élaborera la suite de l'histoire khmer, où se dessineront les contours d'un empire remarquable. Cela conduit naturellement à explorer plus en détail le développement architectural et spirituel qui caractérisera cette période d'apogée. La fondation d'Angkor. La naissance d'Angkor, comme centre politique et spirituel, marque un tournant capital dans l'histoire de l'Empire khmer. Cette métropole, édifiée au cours du IXe siècle, n'a pas été choisie au hasard. Son emplacement reflète une volonté d'établir un point névralgique entre pouvoir terrestre et divinité, position stratégique aux confins de plusieurs zones géographiques clés. Les premiers rois qui ont présidé à sa fondation ont ainsi combiné pragmatisme politique et symbolisme religieux, afin d'assurer la légitimité et la pérennité de leur règne. Le choix du site révèle une parfaite maîtrise des ressources naturelles, notamment en matière d'eau. La région d'Angkor s'étend dans un vaste bassin propice à l'irrigation, ce qui a permis dès les débuts de développer un système hydraulique complexe au service de l'agriculture, crucial pour la survie et l'expansion de la population. Ce façonnement du territoire traduit également une technique avancée de gestion des eaux, avec des réservoirs artificiels appelés barrais, indispensables pour réguler l'eau durant les saisons sèches et humides. Les constructions initiales que l'on observe ont été conçues pour matérialiser cette union entre sphères profanes et sacrées. Parmi elles, les premiers temples se révèlent comme des microcosmes symboliques, incarnant des montagnes mythiques et abritant des divinités du panthéon hindou. Ces édifices, massifs et austères, illustrent l'importance du lien entre le pouvoir royal et le divin. Construits en pierre et décorés de reliefs précis, ils témoignent d'une maîtrise technique remarquable, ainsi que d'une attention portée à la transmission d'un message idéologique. Le roi ayant initié ce projet urbanistique monumental se présente comme un souverain qui concentre en sa personne les attributs de la royauté traditionnelle et de la divinité. Son autorité repose non seulement sur le contrôle administratif, mais aussi sur le rôle de médiateur entre les hommes et les dieux. La sophistication des structures édifiées traduit une volonté d'assurer à la fois la sécurité physique du royaume et son ordre cosmique. Cette dualité apparaît dès les fondations comme une pierre angulaire de la permanence politique. Par ailleurs, la localisation d'Angkor favorisait une centralisation efficace du pouvoir, tout en facilitant les échanges économiques et culturels. La proximité de la ville avec des voies fluviales importantes et des routes terrestres a permis de tisser un réseau dense de relations indispensables au rayonnement de l'Empire khmer. Ce positionnement optimal a aussi contribué à une diffusion progressive des innovations architecturales et artistiques, étendant l'influence culturelle bien au-delà des frontières immédiates. Les premiers temples apparaissent également comme des lieux de rassemblement social et religieux,
rassemblant autour du monarque les élites locales et les représentants cléricaux. Ils deviennent les pivots d'un système où la religion assure la cohésion de la communauté. Il ne s'agit pas simplement d'adorer des divinités, mais de structurer une société hiérarchisée dans laquelle le souverain incarne la stabilité et l'harmonie, fondements indispensables à la prospérité du royaume. La création d'Angkor s'accompagne d'une intense organisation territoriale. L'aménagement du paysage urbain respecte une logique rigoureuse, fondée sur des orientations précises. L'alignement des monuments respecte des axes symboliques, renforçant les liens entre la capitale et les forces supérieures. Ces principes d'urbanisme soulignent l'importance accordée au sanctuaire royal en tant que centre visible et invisible de l'Empire. Tout est pensé pour instaurer un ordre cohérent au cœur même du royaume. Il convient de noter que la fondation d'Angkor ne s'inscrit pas uniquement dans un modèle purement utilitaire ou religieux. Elle est également le résultat d'une volonté politique affirmée, visant à unifier et à affirmer l'identité culturelle khmère face au royaume voisin. Cette démarche inclut l'adoption de traditions indiennes adaptées localement, amalgamant influences extérieures et particularités propres. Cette synthèse culturelle imprime une marque durable sur le paysage et la société. Les inscriptions relevées sur des stèles, parvenues jusqu'à nos jours, permettent de mieux comprendre cette volonté fondatrice. Elles relatent les dévotions du souverain et détaillent la construction des premiers sanctuaires. Ces sources écrites apportent un éclairage précieux sur le contexte historique, les motivations des élites et la symbolique associée à chaque édifice. Malgré leur caractère officiel, elles reflètent aussi une certaine vision idéalisée destinée à légitimer le pouvoir en place. Le développement initial d'Angkor s'accompagne également d'une diffusion de l'art monumental. Les sculptures et bas-reliefs montrent une grande maîtrise technique et une richesse iconographique qui facilitent l'exploration des mythes fondateurs. Ces œuvres ouvrent une fenêtre sur les croyances et les pratiques rituelles, où se mêlent images divines et représentations souveraines. Cette iconographie participe à la construction d'une mémoire collective autour de la grandeur émergente du royaume. L'aspect hydraulique demeure fondamental dans la pérennisation de la cité. Le réseau d'irrigation, ingénieusement conçu, permet d'assurer la disponibilité en eau, même durant les périodes de sécheresse. Cette maîtrise garantit non seulement la survie alimentaire, mais soutient aussi les rituels liés à l'eau, élément considéré comme source de vie et de purification. Ainsi, les infrastructures matérialisent un dialogue constant entre les exigences matérielles et spirituelles du royaume. Le plan urbain d'Angkor témoigne d'une volonté d'amplifier la dimension cosmique du site. L'organisation des temples en fonction des points cardinaux, la construction de bassins réfléchissants et les alignements précis démontrent une recherche d'harmonie entre le construit et l'universel. Cette démarche s'inscrit dans un contexte religieux où chaque détail spatial porte une signification spécifique, participant à l'affirmation d'un ordre divin incarné au cœur de la cité. La fondation d'Angkor s'accompagne d'une forte centralisation administrative. L'État khmer met en place une organisation bureaucratique capable de gérer à la fois les ressources humaines et matérielles indispensables à la maintenance du système hydraulique et à la construction des monuments. Cette administration efficiente assure la pérennité du projet urbain et facilite la mobilisation collective indispensable pour ériger ces architectures monumentales. Dans cet ensemble en pleine expansion, les sanctuaires jouent également un rôle politique essentiel. Ils symbolisent la légitimité du pouvoir royal et incarnent la continuité dynastique. Chaque temple construit sert non seulement un objectif religieux, mais aussi une fonction mémorielle, consolidant l'identité de l'Empire et perpétuant la mémoire des souverains. Cette dualité contribue à enraciner durablement la domination khmère dans ce territoire. Les choix d'Angkor en matière d'urbanisme et de symbolique religieuse reflètent des pratiques héritées de traditions ancestrales et d'influences extérieures. L'adoption de conceptions hindoues, combinée à des éléments locaux, donne naissance à une expression culturelle singulière.
Cette fusion se manifeste dans la diversité des styles architecturaux des premiers édifices et dans la complexité des programmes iconographiques. Elle illustre une adaptation continue au contexte asiatique, tout en affirmant l'originalité khmère. L'évolution du site s'inscrit dans une dynamique qui dépasse la simple construction matérielle. Elle implique une réorganisation sociale profonde, où le roi apparaît comme un pivot central, médiateur des forces divines et organisateur du territoire. Cette conception sacrée du pouvoir légitime des décisions politiques et structure les relations entre les différentes composantes de la société. À cette époque, Angkor devient un exemple remarquable d'urbanisme sacré et de centralisation politique. Il est intéressant de souligner que cette fondation s'accompagne de mythes fondateurs, transmis par les traditions orales et écrites, qui renforcent la symbolique du lieu. Ces récits évoquent souvent la création du monde ou la descente des dieux sur terre. Ils servent à expliquer la présence des sanctuaires et à justifier le rôle du roi en tant qu'héritier d'une lignée divine. Cette dimension mythologique nourrit ainsi la cohésion sociale et la fidélité à la dynastie. Parmi les constructions les plus anciennes, le temple d'Angkor Wat trouve ses racines dans cette première phase de la capitale. Son orientation, son architecture monumentale et sa décoration complexe résultent de cette recherche initiale d'harmonie et de puissance. Il incarne la synthèse parfaite du projet royal, mêlant à la fois splendeur religieuse et affirmation politique. Ce monument reste un témoignage durable de l'ambition de ses bâtisseurs. Le rôle de l'eau, omniprésent dans la gestation d'Angkor, dépasse les seules considérations pratiques. Les bassins et canaux symbolisent également des éléments cosmiques, tels que les océans entourant le mont Méru selon la cosmologie hindoue. Cette analogie traduit la volonté de recréer un univers à l'image du sacré sur Terre. Ainsi, chaque élément urbain intègre une dimension spirituelle, où la matérialité rejoint la transcendance. La consolidation du pouvoir à Angkor passe donc par un savant équilibre entre fonctions politiques, pratiques économiques et symbolisme religieux. La capitale devient le cœur névralgique de l'Empire, à la fois centre administratif, lieu de culte et symbole d'une identité partagée. Cette synthèse contribue à sa formidable longévité et à son rayonnement dans la région. Elle prépare également les conditions pour un développement architectural et culturel majeur dans les siècles suivants. Ainsi, la fondation d'Angkor s'inscrit dans une dynamique globale qui dépasse la simple construction urbaine. Elle implique des choix réfléchis, basés sur des connaissances avancées en ingénierie hydraulique, en symbolique religieuse et en organisation politique. Cette démarche a permis de jeter les bases d'un empire puissant et influent, à la croisée des échanges et des traditions. Cette étape constitue un socle solide pour la grandeur future d'Angkor. Cette introduction dans l'histoire monumentale d'Angkor ouvre la voie à une exploration approfondie des phases suivantes de son développement, où se révéleront davantage encore les évolutions artistiques, politiques et sociales découlant de cette fondation initiale. Le récit de la cité continuera ainsi à s'enrichir, dévoilant peu à peu les multiples facettes de ce site exceptionnel. L'architecture d'Angkor et ses techniques. L'architecture d'Angkor et ses techniques forment un témoignage impressionnant du génie des Khmers. Ces constructeurs, entre le 9e et le 15e siècle, ont donné vie à des ensembles monumentaux, alliant harmonie, fonctionnalité et ingéniosité technique. Les matériaux employés étaient principalement des pierres, très majoritairement du grès, mais aussi du latérite. Le grès, robuste et facile à sculpter, a largement contribué à la qualité esthétique et à la pérennité des édifices. Quant au latérite, sa nature poreuse le destinait souvent aux structures internes ou aux fondations, offrant une assise solide. Les pierres provenaient parfois de carrières lointaines, ce qui nécessitait une organisation logistique rigoureuse. Le transport s'effectuait en plusieurs étapes. Extraction, déplacement jusqu'au cours d'eau et acheminement par bateau ou radeau. Le réseau hydraulique d'Angkor facilitait ce transport, s'appuyant sur les canaux et réservoirs. Cette maîtrise de l'eau jouait un rôle crucial dans l'approvisionnement des chantiers
et la durabilité des constructions. Ainsi, la géographie et l'ingénierie hydraulique étaient indissociables de la réussite architecturale des Khmers. Les techniques de taille des pierres méritent une attention particulière. Les artisans effectuaient des tailles précises avec des outils en fer, comme les burins, ciseaux et marteaux. Ils suivaient un plan rigoureux pour ajuster chaque bloc de grès avec une précision remarquable, assurant une parfaite jonction sans recours au mortier dans de nombreux cas. Ces blocs étaient souvent décorés de gravures et bas-reliefs qui racontaient des histoires mythologiques ou des exploits royaux. Le travail des sculpteurs, capables de rendre des détails fins, étonne par sa finesse et sa constance sur plusieurs décennies. L'assemblage des pierres respectait des techniques spécifiques. Les blocs, parfois imposants, étaient positionnés grâce à des systèmes de levage basés sur des plans inclinés et des rouleaux. La précision dans l'agencement permettait d'éviter les fissures et de transmettre les charges efficacement. De plus, la disposition des pierres dans les murs et tours favorisait une stabilité capable de résister aux tremblements de terre occasionnels et aux variations climatiques. Cet assemblage témoignait d'une connaissance approfondie des forces physiques, combinée à une esthétique respectueuse des formes traditionnelles. Les chantiers étaient des lieux d'activité intenses, organisés comme de véritables entreprises. À la tête se trouvaient les architectes, souvent issus de classes savantes, qui dirigeaient aussi bien la conception que la coordination des ouvriers. Ils élaboraient les plans selon des proportions précises, intégrant symbolisme religieux et principes d'urbanisme. Les artisans comprenaient des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des maçons ainsi que des spécialistes en hydraulique. Leur collaboration étroite garantissait la réalisation cohérente des projets, malgré leur ampleur. La formation des artisans se faisait selon un apprentissage rigoureux, généralement dans des ateliers liés au temple. Ils apprenaient les techniques de taille, les proportions esthétiques et les symboles propres à la culture khmer. Ce savoir-faire se transmettait de génération en génération, préservant une tradition remarquable. Les outils, bien que simples en apparence, étaient utilisés avec une maîtrise remarquable, permettant des finitions détaillées, illustrant la minutie et la patience requises. Un ravissement particulier s'attache à la manière dont l'architecture d'Angkor reflète l'organisation politique et religieuse de l'Empire khmer. Les complexes de temples, tels que Angkor Wat ou le Bayon, étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des symboles de la puissance royale. L'architecture définissait une cosmologie, où chaque pierre symbolisait l'univers, et chaque pièce exprimait un aspect du pouvoir divin. La construction participait ainsi à une narration spatiale, donnant du sens à chaque volume et à chaque décor. Les innovations techniques des Khmers incluaient également une gestion hydraulique sophistiquée intégrée au site. Les bassins artificiels et les réseaux de canaux contribuaient à la gestion des eaux pluviales et à la protection des constructions. Ce système permettait d'assurer une autonomie hydrique et de limiter les effets des périodes sèches ou des crues. De plus, ces aménagements renforçaient la fertilité des alentours et facilitaient la vie quotidienne, mêlant ingénierie, agriculture et spiritualité. Les matériaux choisis étaient aussi porteurs de significations culturelles. Le grès, provenant souvent des carrières de montagne, conférait aux édifices une dignité majestueuse. La couleur et la texture de la pierre influençaient la perception des lieux, parfois illuminés par le soleil pour un effet spectaculaire. D'autre part, le choix du latérite pour les bases traduisait un pragmatisme lié à la disponibilité locale et à la résistance face aux affaissements. Cette combinaison de matériaux illustre le souci d'équilibre entre durabilité, beauté et économie de ressources. L'organisation du travail était une composante essentielle du succès des constructions. On estime que plusieurs milliers d'ouvriers et artisans étaient mobilisés simultanément sur certains sites. Leur répartition respectait des fonctions précises, depuis l'extraction des blocs jusqu'à la finition sculpturale. La rigueur dans la coordination des étapes garantissait une progression fluide
évitant les erreurs qui auraient pu compromettre l'intégrité des édifices. Ce niveau d'organisation suggère l'existence d'une administration centralisée efficace, capable de mobiliser les moyens nécessaires. Les architectes incarnaient un rôle particulier entre savoir technique et vision artistique. Ils définissaient les plans selon des règles de proportion héritées, assurant l'harmonie globale de la construction. Leur travail prenait en compte non seulement la fonctionnalité, mais aussi les symboles religieux intégrant des orientations précises. Cette combinaison de géométrie, de symbolisme et de technique reflète un approfondissement de la pensée architecturale propre à la civilisation khmer. Elle se traduit par des œuvres aussi complexes qu'équilibrées. La durée des chantiers, souvent plusieurs décennies, exigeait une transmission continue des connaissances. Les projets, parfois entrepris sous différents souverains, étaient ajustés ou étoffés en fonction des évolutions politiques ou religieuses. Ce long travail collectif se traduisait par une cohérence stylistique remarquable entre les différentes phases de construction. Les artisans suivaient des modèles et des codes établis, tout en apportant des innovations légères, témoignant d'une adaptation constante aux exigences du temps. Au-delà des aspects matériels, la dimension symbolique de l'architecture d'Angkor explique l'attention portée aux détails techniques. Les sculptures et gravures étaient réalisées dans un but religieux, illustrant les mythes fondateurs, les divinités et les événements historiques majeurs. Cette iconographie participait à la sacralisation des lieux, renforçant la légitimité du pouvoir royal. Les techniques précises de taille de pierre permettaient de préserver ces représentations dans le temps, assurant la transmission du message à travers les âges. L'association entre architecture, urbanisme et environnement naturel constitue une autre caractéristique notable. Les sites d'Angkor ont été conçus en harmonie avec le relief et la végétation environnante. Les orientations solaires, la gestion des eaux et la disposition des espaces ouverts créaient des ambiances propices à la méditation et au culte. Cette intégration témoigne d'une conception globale, où chaque élément participe à un équilibre subtil entre nature et construction humaine. Elle reflète une vision du monde spécifique à la civilisation khmer. Les vestiges actuels, bien que partiellement restaurés, conservent l'essence de ces techniques anciennes. Les études archéologiques approfondies permettent de reconstituer les méthodes employées, dévoilant une ingénierie de haute qualité pour son époque. Les restaurations modernes visent à préserver cette richesse tout en respectant les principes d'origine. Les chercheurs continuent à explorer les détails du savoir-faire khmer, enrichissant la compréhension de ces monuments et de leur contexte historique. Cette plongée dans les techniques architecturales des Khmers révèle l'importance d'une approche multidisciplinaire. Philosophie, art, technique et organisation sociale s'unissaient pour créer un patrimoine exceptionnel. Chaque pierre d'Angkor raconte une histoire non seulement de puissance et de foi, mais aussi d'un savoir-faire humain remarquable. Cette synthèse d'éléments matériels et immatériels contribue à la fascination durable exercée par ces sanctuaires grandioses. Ainsi s'achève cet aperçu des méthodes et pratiques qui ont donné naissance à l'architecture d'Angkor. Cette exploration invite à poursuivre la découverte des autres aspects de cette civilisation complexe, notamment les dimensions spirituelles et culturelles. À travers ces investigations, se dessine peu à peu un tableau complet, riche en enseignements sur l'ingéniosité et les valeurs des Khmers, source d'inspiration pour les générations futures. Le symbolisme des temples khmers. L'Empire khmer, dont le centre spirituel et politique s'est développé autour d'Angkor, s'est illustré par des réalisations architecturales d'une portée symbolique profonde. Chaque temple d'Angkor ne représente pas uniquement un lieu de culte, mais incarne une vision cosmologique soigneusement ordonnée, reflétant à la fois les croyances religieuses et la structure sociale de son temps. La construction des temples découle d'un savoir précis où la pierre devient langage, exprimant les principes de l'hindouisme et du bouddhisme qui influencèrent durablement la région. Les temples sont agencés selon un plan qui mime l'univers, souvent centré sur le mont Méru, la montagne cosmique
qui dans la mythologie hindoue constitue l'axe du monde, résidence des dieux et des forces célestes. Cette représentation du cosmos permet aux fidèles de s'inscrire dans un ordre sacré, où l'espace du temple reproduit la hiérarchie divine. L'axe principal des sanctuaires correspond fréquemment à l'orientation est-ouest, symbolisant le cycle jour-nuit, la vie et la mort, tandis que les enceintes concentriques matérialisent les différentes sphères du cosmos. Le temple d'Angkor Wat illustre magnifiquement cette conception. Il est dédié au dieu Vishnu, divinité protectrice et conservatrice dans la trinité hindoue. Son architecture gravite autour d'une série de tours en forme de lotus, évoquant à la fois la montagne sacrée et la fleur symbole de pureté. Les galeries ornées de bas-reliefs narrent des épisodes tirés du Ramayana et du Mahabharata, épopées majeures où se mêlent exploits divins et lutte morale. Chaque fresque se positionne précisément dans l'espace pour renforcer cette lecture religieuse et cosmologique. Outre Angkor Wat, d'autres temples reflètent la transition des influences religieuses, notamment le passage de l'hindouisme au bouddhisme. Le Bayon est notable pour ses nombreuses faces sculptées, souvent interprétées comme des représentations du roi Jayavarman VII avec des traits divins, incarnant la fusion de l'autorité royale et de la divinité. La présence d'éléments bouddhiques indique une adaptation progressive des croyances, traduite dans la pierre par des images symboliques et un aménagement spatial intégrant les voies de l'illumination. La pierre elle-même dans les temples khmers est un médium chargé de signification. Les matériaux utilisés, souvent du grès de qualité, sont taillés avec précision, chaque détail participant à la narration globale. Les linteaux et frontons exposent des scènes mythologiques encadrées par des motifs végétaux typiques, représentant la fertilité et la prospérité, tandis que les murs supportent des inscriptions officielles éclairant l'histoire et la fondation des sanctuaires. Le choix des chiffres dans les proportions architecturales suit parfois des règles symboliques bien établies, renforçant l'idée que ces monuments sont de véritables livres de pierre. Les temples d'Angkor n'étaient pas isolés, mais intégrés dans un vaste réseau qui servait à organiser la citadelle et ses environs. Les réservoirs et canaux, souvent proches, illustraient la maîtrise de l'eau, capable de nourrir les terres agricoles et symboliquement associée au cycle de la vie. Cette dimension hydraulique trouve sa place dans l'échelle symbolique, évoquant l'océan primordial autour du mont Méru, soulignant à la fois la puissance matérielle et spirituelle des Khmers. Ainsi, le paysage religieux et naturel est pensé comme un tout cohérent, où chaque élément répond à une logique cosmologique. Les pratiques rituelles qui s'y déroulaient correspondaient au symbolisme bâti. Offrandes, cérémonies et pèlerinages s'organisaient dans un cadre rituel précis, chaque espace ayant une fonction définie dans le déroulement des rites. Cela se manifeste dans la division des temples en zones sacrées et profanes, avec des seuils marqués par des portails ornementés et des passages étroits participant à la montée en intensité spirituelle. Le pèlerinage lui-même devient le parcours initiatique guidé par l'espace et ses signes, permettant aux croyants d'atteindre une connaissance supérieure. L'influence combinée de l'hindouisme et du bouddhisme dans la symbolique des temples traduit la richesse religieuse des Khmers. Les changements dynastiques et culturels se lisent à travers ces ajustements, où l'art et la foi s'entrelacent pour exprimer une continuité et une adaptation. Le syncrétisme religieux est visible dans les formes adoptées, mêlant iconographie et prescriptions rituelles variées, tout en conservant la cohérence du projet monumental. Ceci confère à Angkor une unité d'ensemble remarquable malgré la diversité des inspirations. Les dimensions imposantes des constructions servent aussi à souligner la puissance du souverain et la sacralité du pouvoir. Intégrant des images royales souvent stylisées en forme divine, les temples symbolisent l'incarnation du pouvoir d'État à la fois terrestre et céleste. Cette fusion est perceptible dans les statues monumentales, la complexité des sculptures et l'organisation spatiale centrée autour de la figure royale. La pierre devient ainsi un vecteur de mémoire politique transcendant le temps et l'espace.
Il est important de souligner que la géométrie joue un rôle primordial dans la conception de ces temples. Les proportions et les alignements sont basés sur des principes qui cherchent à refléter l'harmonie cosmique et l'ordre universel. L'art de bâtir s'apparente à un rite lui-même, un acte sacré destiné à inscrire l'humanité dans le grand cycle de la création divine. La précision des mesures révèle une maîtrise technique qui s'allie à une vision symbolique fondée sur des savoirs transmis et hérités de générations. La présence des inscriptions gravées dans les pierres complète cette lecture. Elle relate les fondations des sanctuaires, les dons faits au temple, les exploits des rois et les règles de gouvernance spirituelle. Ces textes constituent des témoins essentiels, ancrant les constructions dans une réalité historique et rituelle. Ils ajoutent une dimension intellectuelle aux œuvres matérielles, permettant aux chercheurs et historiens de comprendre les intentions profondes des bâtisseurs. L'étude des sculptures apporte également des clés pour décrypter le symbolisme des temples. Les divinités représentées, leurs attributs et leurs postures répondent à des codes précis reconnus dans les traditions indiennes et asiatiques. Par exemple, la multiplication des têtes ou des bras dans certaines figures traduit la puissance décuplée et la capacité divine à agir dans plusieurs directions. Ces images ne sont pas de simples décorations, mais des éléments essentiels à la fonction sacrée des lieux. Le rôle accordé à la lumière naturelle dans les temples contribue aussi à la symbolique. L'orientation et l'agencement des ouvertures permettent une mise en valeur des espaces intérieurs selon les moments clés de la journée ou de l'année, inscrivant ainsi l'acte de dévotion dans le rythme cosmique. Ce jeu d'ombre et de lumière souligne le passage entre le profane et le sacré, renforçant l'expérience spirituelle. L'architecture devient alors un moyen d'expression des forces invisibles qui gouvernent le monde. En résumé, l'ensemble des temples d'Angkor représente une synthèse remarquable entre architecture, iconographie, histoire et religion. Leur étude révèle un monde où chaque pierre, chaque relief, chaque volume participe à un langage symbolique complexe et cohérent. Ces édifices sont bien plus que des vestiges du passé. Ils incarnent une vision du monde et un système de pensée qui ont marqué profondément la civilisation khmère et continuent de fasciner aujourd'hui. Ce constat invite à prolonger la réflexion sur les implications culturelles et spirituelles de ces monuments. Il convient d'examiner comment cette richesse symbolique a été préservée ou transformée dans les siècles suivants, et de considérer l'impact de la redécouverte de ces trésors sur notre compréhension de l'histoire asiatique. Ce qui précède prépare ainsi le terrain pour une analyse plus approfondie des héritages et des mutations qui suivirent l'époque classique des Khmers. Sujet des développements qui vont suivre. Angkor Wat est la représentation du mont Meru. Angkor Wat, situé dans la plaine inondable du Mékong, incarne l'apogée architecturale et spirituelle de l'Empire khmer. Construit au début du XIIe siècle sous le règne du roi Suryavarman II, ce complexe monumental dépasse de loin la simple fonction de temple hindou. Son élévation majestueuse et sa disposition symétrique reflètent des concepts cosmiques profondément ancrés dans la pensée hindoue ancienne. En particulier, la représentation du mont Meru, considéré comme l'axe central de l'univers. Chaque élément du temple traduit une intention particulière destinée à symboliser les notions spirituelles. Le mont Meru, dans la cosmologie hindoue, est décrit comme une montagne sacrée, siège des dieux et centre névralgique de l'univers. Angkor Wat reproduit fidèlement cette montagne mythique par sa structure en terrasse superposée et ses tours s'élevant vers le ciel. La construction s'organise autour d'un sanctuaire central qui s'élève à 4 étages, évoquant la verticalité du mont. Cette architecture horizontale sert à marquer les différents niveaux du cosmos, du monde terrestre aux sphères célestes, traduisant une vision tridimensionnelle de la réalité sacrée. Les douves qui encerclent Angkor Wat ne sont pas de simples éléments défensifs. Elles représentent l'océan primordial qui entoure le mont Meru, séparant le sacré du profane et créant un espace sacré, isolé du monde extérieur. En traversant le pont, les visiteurs effectuent symboliquement un passage vers une autre dimension. Une expérience initiatique
rejoignant l'idée d'union entre le terrestre et le divin. Cette disposition souligne l'importance du sanctuaire non seulement comme lieu de culte, mais comme représentation cosmique vivante. Les bas-reliefs qui ornent les galeries extérieures détaillent des scènes issues des épopées hindoues, telles que le Ramayana et le Mahabharata. Ces fresques incarnent aussi bien des épisodes mythologiques que des allégories spirituelles, soulignant la fonction éducative et religieuse du temple. Le récit de la barque d'Indra, ou la bataille entre dieux et démons, gravé dans la pierre, rappelle la lutte cosmique entre l'ordre et le chaos, une thématique centrale à la compréhension du mont Méru. L'orientation d'Angkor Wat vers l'ouest, peu commune pour un temple hindou, a été sujette à diverses interprétations. Certains spécialistes y voient une allusion à Vishnu, Dieu, associé à cette direction et protecteur du temple. D'autres y perçoivent un lien avec la mort et la renaissance, l'ouest symbolisant le coucher du soleil et le cycle de la vie. Cette complexité oriente la réflexion sur le temple comme un espace où le temps et la spiritualité se conjuguent pour offrir une expérience sacrée unique. Les proportions du temple témoignent d'une maîtrise géométrique avancée. Le rapport soigneusement mesuré entre les différentes parties de la structure reflète des concepts mathématiques et cosmiques précis. Par exemple, la hauteur des tours centrales correspond à une élévation symbolique par rapport à la base terrestre, exprimant l'ascension de l'âme vers les cieux. Cette harmonie rigoureuse illustre la fusion entre art, science et spiritualité propre à la culture khmère de cette période. Au-delà de son rôle spirituel, Angkor Wat fut le centre administratif et politique d'un vaste empire s'étendant sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est. La construction d'un tel monument renforçait le pouvoir royal en légitimant la souveraineté du roi comme incarnation terrestre du divin. Ce lien entre pouvoir temporel et sacré est reflété dans l'architecture même du temple, où chaque pierre appuie la grandeur et la pérennité de l'Empire khmer. Le choix des matériaux, principalement la pierre de grès provenant des carrières distantes, témoigne d'une organisation logistique impressionnante. Le transfert de blocs lourds nécessitait des moyens considérables, dévoilant une société fortement centralisée et structurée. L'assemblage minutieux des sculptures et des décors sculptés avec précision montre également un savoir-faire artistique raffiné, issu d'une longue tradition artisanale locale, intégrant des influences indiennes. Malgré les siècles écoulés, Angkor Wat demeure un témoignage vivant de la conception du monde chez les Khmers anciens. Son alignement avec les phénomènes astronomiques souligne son rôle de calendrier sacré, guidant les rituels et les cérémonies saisonnières. Cette dimension temporelle ajoute une profondeur supplémentaire à la lecture du monument, montrant une connaissance avancée de l'astronomie ancienne intégrée à la religion et à l'architecture. Les interprétations modernisées du site sont enrichies par les découvertes archéologiques et les analyses scientifiques qui confirment la complexité de sa structure. Des chercheurs contemporains explorent la correspondance entre les reliefs, les orientations et le paysage environnant. Le dialogue entre textes anciens et observations matérielles soutient une compréhension renouvelée des fonctions multiples d'Angkor Wat, alliant symbolisme, mythologie et politique. Il est intéressant de considérer les légendes locales qui entourent le temple. La tradition khmère évoque par exemple la construction miraculeuse du temple grâce à l'aide divine, reflétant un syncrétisme entre mythe et histoire. Ces récits, transmis de génération en génération, participent à l'aura sacrée du lieu, tout en enrichissant la mémoire collective de la région, liant passé et présent dans une continuité vivante. Les techniques de conservation actuelles tentent de préserver l'intégrité d'Angkor Wat face aux aléas du temps et à la fréquentation touristique. L'équilibre entre respect du patrimoine et accessibilité publique pose des défis majeurs. La compréhension des valeurs spirituelles et culturelles du monument est essentielle pour garantir sa protection et assurer que ces messages anciens poursuivent leur transmission au futur. Angkor Wat reste un exemple remarquable de la manière dont l'architecture peut traduire une cosmogonie complexe. Par la résolution de ses formes et motifs, le temple offre une invitation silencieuse à la méditation sur la nature de l'univers et notre place en son centre.
Son observation attentive révèle des couches de signification qui vont bien au-delà de l'apparence physique, touchant à des dimensions philosophiques profondes. Ainsi, cette œuvre ancienne témoigne d'une civilisation qui a su conjuguer foi, science et art dans un ensemble cohérent, digne des plus grandes réalisations humaines. La visite d'Angkor Wat devient alors une expérience à la fois esthétique, intellectuelle et spirituelle. Elle illustre le pouvoir des pierres murmurant encore aujourd'hui des histoires millénaires sur la structure même du cosmos. Poursuivant cet examen de l'Empire Khmer et de son héritage, il convient d'aborder ensuite la manière dont les séquences sculptées de Bayonne reflètent une autre vision du pouvoir, plus humaine et incarnée, complétant ainsi la compréhension globale de cette civilisation fascinante, la sphère culturelle et religieuse Khmer. La civilisation Khmer, qui a prospéré au cœur de l'Asie du Sud-Est, présente un exemple fascinant de la façon dont les croyances religieuses et les pratiques culturelles peuvent façonner une société pendant plusieurs siècles. La sphère culturelle et religieuse khmer a évolué à travers une intégration progressive de différentes traditions spirituelles, en particulier l'hindouisme et le bouddhisme, accompagnés d'un respect maintenu pour les cultes traditionnels et les divinités locales. Cette pluralité conférait un équilibre essentiel qui s'est reflété dans l'architecture, la sculpture et la vie quotidienne des habitants de l'Empire d'Angkor. Les premières influences religieuses sur la société khmer proviennent principalement de l'hindouisme. Les rois khmers étaient perçus et se présentaient souvent comme des incarnations de divinités hindoues, surtout Shiva, le dieu de la destruction et de la création. Cette conception sacralisait l'autorité royale, justifiant le pouvoir politique et la fonction de commandement. Les temples d'Angkor, avec leurs nombreuses statues et reliefs, expriment cette alliance entre pouvoir divin et terrestre. Fondées dans un style architectural sophistiqué, ces constructions servaient autant de lieux de culte que de symboles de la puissance divine incarnée par le souverain. Au-delà de l'hindouisme, le bouddhisme s'est peu à peu affirmé comme une composante essentielle de la sphère religieuse khmer. Son ascension fut progressive et ne porta jamais atteinte à la coexistence harmonieuse avec les anciennes croyances. En premier lieu, le bouddhisme Mahayana s'est introduit dans la région à partir du 7e siècle, apportant avec lui une nouvelle vision du cosmos et des possibilités pour les individus d'accéder à la libération spirituelle sans avoir à retirer leur engagement du monde matériel. Cette doctrine, mettant l'accent sur la compassion et l'éveil, s'est vite diffusée parmi l'élite et les classes lettrées du royaume. Plus tard, le bouddhisme Theravada, qu'on associe à une pratique plus ascétique et stricte, s'est imposé progressivement à partir du XIIIe siècle. Ce courant, largement dominant aujourd'hui au Cambodge, a modifié les habitudes cultuelles tout en conservant une place importante à l'ensemble des traditions anciennes. La coexistence entre hindouisme, bouddhisme Mahayana, Bodhisattva et les croyances animistes illustre une société aux multiples facettes spirituelles, capable de s'adapter et d'incorporer de nouveaux éléments sans perdre son identité. Dans cette perspective, la vie religieuse au sein de l'Empire khmer ne peut se réduire à une seule ligne doctrinale. Elle prend racine aussi dans les pratiques rituelles quotidiennes autour des esprits protecteurs, des ancêtres et des phénomènes naturels. Ces croyances animistes, bien que souvent reléguées au second plan dans les récits historiques, ont occupé un rôle primordial par la régulation des relations sociales et la protection de la communauté, notamment par le biais de cérémonies visant à apaiser les forces invisibles et à assurer la prospérité des récoltes. Un autre aspect qui caractérise la sphère culturelle khmer est l'importance accordée au temple comme centre à la fois religieux et administratif. Ces constructions gigantesques, comme le célèbre Angkor Wat, sont une synthèse unique entre les savoirs techniques, artistiques et spirituels. Elles sont conçues selon des principes cosmologiques qui expriment la vision du monde propre au Khmer, où le temple devient une montagne sacrée reproduisant l'univers dans son entier. Chaque détail sculpté
raconte une histoire, reflète une croyance ou transmet un message à la fois politique et religieux. L'univers religieux si riche et complexe à Angkor illustre également l'importante fonction que jouaient les rituels royaux. Le roi était au centre des cérémonies, agissant en médiateur entre les dieux et les hommes. Par son rôle, il assurait la cohésion sociale et la prospérité du royaume. Les sacrifices, les offrandes et les processions étaient ainsi autant d'occasions de rendre vivant ce lien privilégié au divin. Le calendrier des fêtes religieuses rythmait la vie collective, renforçant les valeurs communes et la stabilité intérieure. Les textes anciens et les inscriptions gravées dans la pierre témoignent de cette coexistence de tradition et de la rigueur avec laquelle ces rituels étaient pratiqués. Ils constituent une ressource précieuse pour comprendre non seulement la spiritualité khmer, mais aussi son organisation politique et sociale. La langue sanskrite, utilisée principalement pour les rituels hindouistes, cohabitait avec le vieux khmer, qui servait à l'administration et au récit historique. Ce mélange reflète cette interface entre sacré et profane, où chaque mot prononcé revêtait un sens profond et un pouvoir symbolique. Cette richesse culturelle s'exprime aussi par la préservation et la transmission d'un art de vivre associé au respect de la nature et à l'harmonie avec l'environnement. L'usage des bassins et des canaux, la gestion fine de l'eau dans la région d'Angkor, avait une dimension rituelle autant que pratique. L'eau, symbole de purification et d'abondance, était au cœur des cérémonies et des mythes khmers. Ce soin apporté à intégrer la nature dans le cadre sacré montre une approche holistique où le religieux s'inscrit dans la vie quotidienne et la survie même de la société. L'étude des divers éléments constituant la sphère culturelle et religieuse khmer révèle en définitive une dynamique d'intégration et de transformation continue. Cette réalité manifeste l'adaptabilité d'une civilisation qui a su, pendant plusieurs siècles, combiner anciens cultes, influences extérieures et innovations spirituelles pour construire une identité forte et cohérente. La pérennité de cette tradition est visible aujourd'hui dans la société cambodgienne qui, malgré les bouleversements historiques, conserve un lien profond avec cet héritage millénaire. Ainsi, les pierres d'Angkor, avec leurs inscriptions et sculptures, restent des témoins muets de ce parcours spirituel complexe. Ils invitent à une réflexion sur la manière dont les croyances façonnent le temps, l'espace et les relations humaines au sein d'une communauté. Cette compréhension du passé ouvre la voie à l'analyse des transformations ultérieures dans la région et prépare doucement à envisager les développements religieux et culturels qui ont suivi. Les aspects économiques de l'Empire. L'Empire khmer, dont le joyau principal demeure la cité d'Angkor, a bâti sa prospérité sur des bases économiques solides et ingénieuses, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles. Cette prospérité fut rendue possible grâce à un système hydraulique complexe qui facilitait non seulement la culture du riz, mais aussi le commerce dans cette région dense et humide. À travers l'étude de ce système, on comprend mieux comment l'Empire a su s'organiser pour soutenir une population nombreuse et favoriser une dynamique économique durable sur plusieurs siècles. Le moteur principal de cette économie était l'agriculture irriguée, fondée sur la culture du riz, alimentée par un réseau sophistiqué de bassins, de réservoirs et de canaux. Ce système hydraulique, souvent qualifié d'exceptionnel pour son époque, permettait de réguler les crues saisonnières ainsi que d'assurer une réserve d'eau stable pendant la saison sèche. Les Khmers ont ainsi pu multiplier les récoltes annuelles, ce qui a garanti non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi une production excédentaire destinée au commerce et au stockage. Ce qui distingue l'Empire Khmer des autres civilisations contemporaines, c'est la capacité d'adapter et d'étendre ce réseau, parfois sur des distances impressionnantes. Les bassins artificiels, appelés barrais, atteignaient plusieurs kilomètres de long et servaient à accumuler d'importantes quantités d'eau. On note que la construction de ces infrastructures hydrauliques nécessitait une coordination centrale efficace et une main-d'œuvre organisée, ce qui témoigne d'un pouvoir politique bien structuré, capable d'orchestrer des travaux à grande échelle.
Ces réalisations ont marqué durablement le paysage et restent visibles aujourd'hui. Les terres autour d'Angkor bénéficiaient donc d'un microclimat favorable, entretenu par ce réseau, qui permettait aux agriculteurs d'avoir recours à des techniques multiples. Le système favorisa le doublement, voire le triplement des récoltes et contribua à la formation d'une élite fraîchement enrichie. En effet, le surplus agricole créait une marge de manœuvre financière qui alimentait d'autres secteurs de l'économie, notamment l'artisanat et le commerce. Cette dynamique économique engendra une urbanisation croissante et des échanges commerciaux étendus avec les régions voisines. Sur le plan commercial, l'Empire ne se limitait pas à une simple autosuffisance alimentaire. La cité d'Angkor jouait un rôle important dans un vaste réseau d'échanges. Les artisans produisaient des objets de luxe en bronze, en pierre et en or, ainsi que des tissus fins qui étaient très prisés dans la péninsule indo-chinoise et au-delà. Ce commerce, facilité par la proximité de rivières navigables et de routes terrestres, renforçait la richesse de la ville tout en stimulant la mobilité des idées et des biens. L'importance du système hydraulique dans l'économie angkorienne ne se limite pas à la seule production alimentaire. Il a aussi permis d'assurer une meilleure répartition des richesses. Les élites ayant le contrôle des infrastructures pouvaient réguler l'accès à l'eau, ce qui conditionnait en partie le pouvoir politique. Par ailleurs, ce système favorisait aussi un certain équilibre entre les différentes classes sociales en leur permettant d'accéder à la ressource la plus importante. La gestion collective de l'eau crée donc une forme de cohésion sociale qui a perduré pendant plusieurs siècles. Il est aussi intéressant de noter que ces avancées techniques n'étaient pas uniquement le fruit d'efforts humains isolés, mais s'inscrivaient dans un contexte religieux et cosmologique. Les temples mêmes d'Angkor, symbolisant le mont Méru, participaient à cette organisation du monde en liant politique, religion et économie. La direction et la manutention des eaux étaient perçues comme un acte sacré, un devoir des souverains envers leurs sujets et la nature. Cette conception a certainement renforcé la stabilité de la société khmère. Malgré ses succès, les recherches récentes indiquent que les limites de ce système sont aussi apparues au fil du temps. Des signes d'épuisement des sols et de gestion inadéquate des eaux suggèrent que le réseau, bien qu'ingénieux, n'était pas infaillible. Ces défis ont probablement contribué aux transformations politiques et au déclin progressif de l'Empire. Mais jusqu'alors, cette maîtrise hydraulique demeure un exemple fascinant d'adaptation humaine face aux contraintes environnementales. Elle rappelle ce que peut accomplir une société capable de planification et de coopération à long terme. Ainsi, comprendre l'économie d'Angkor revient à saisir comment toutes ces composantes s'imbriquaient. Agriculture intensive et rigoureuse, réseau hydraulique perfectionné, commerce dynamique et dimension spirituelle unifiée autour d'un projet, commune. Cette approche multifacette éclaire les raisons pour lesquelles l'Empire khmer a pu s'imposer durablement dans le paysage régional, nourrissant à la fois corps et esprit, richesse matérielle et ordre social. C'est dans cette alliance entre nature et culture que se trouve la clé de la réussite angkorienne. La richesse conservée dans les bas-reliefs et les pierres des temples témoigne également du rayonnement de cette société. Mais au-delà de la beauté esthétique, ces écrits de pierre recèlent l'histoire d'une économie structurée, pensée et mise en œuvre avec soin. Chaque construction, chaque canal ou bassin s'inscrivait dans une vision cohérente. L'Empire khmer, par son génie organisationnel, a ainsi laissé un héritage qui continue de fasciner et d'inspirer les chercheurs et les curieux à travers le monde. En préparant le passage vers l'étude des dimensions sociales et culturelles de l'Empire, il convient de garder à l'esprit l'importance de cet équilibre économique fragile. La prospérité matérielle d'Angkor a en effet conditionné le développement culturel qui suivit et permit la construction de monuments à la fois spirituels et politiques. L'interdépendance entre l'économie et les autres aspects de la civilisation khmère mérite une attention particulière dans la suite du récit. L'organisation sociale et politique. L'Empire khmer,
qui a atteint son apogée entre le 9e et le 15e siècle, s'est développé grâce à une organisation sociale et politique précise, à la fois centralisée et décentralisée. Cette structure a permis à une civilisation complexe de prospérer dans une région où la gestion de l'eau, de l'agriculture et du pouvoir était essentielle. Le souverain, titre souvent attribué au roi, incarnait le sommet de cette hiérarchie, non seulement en tant qu'autorité politique, mais également comme figure religieuse et symbolique. Il était considéré comme un dieu-roi, incarnant l'équilibre cosmique et assurant la prospérité du royaume. Le roi détenait le pouvoir absolu, mais cela ne signifiait pas qu'il gouvernait seul. Son autorité reposait sur un réseau administratif rigoureux, composé de fonctionnaires chargés de gérer les différentes régions du royaume. Ces administrateurs régionaux et locaux étaient souvent issus de la noblesse ou de familles influentes, et leur loyauté envers le monarque garantissait la stabilité du pouvoir central. Leur rôle était de superviser la collecte des impôts, la gestion des ressources et l'application des lois, assurant ainsi la continuité du contrôle impérial sur un vaste territoire. La société khmer elle-même était largement stratifiée, avec une division claire entre la noblesse, les religieux, les guerriers et les paysans. Les nobles jouaient un rôle crucial dans la gestion locale et dans la mise en œuvre des décisions royales. Les prêtres, quant à eux, assuraient le lien entre le pouvoir temporel et spirituel. En tant que gardiens des temples et des rituels, ils renforçaient l'autorité divine du roi. Cette symbiose entre pouvoir politique et religieux fut un fondement essentiel à la pérennité de l'Empire. L'administration impériale s'appuyait sur un système complexe de communication et de contrôle. Des routes et des voies navigables reliant les différentes parties du royaume, facilitant le déplacement des troupes, des messagers et des commerçants. Cela permettait au pouvoir central de maintenir une surveillance efficace des provinces lointaines et d'assurer la cohésion territoriale. L'importance accordée à la planification hydraulique témoigne de cette organisation sophistiquée, car la gestion des canaux et réservoirs était cruciale pour l'agriculture risicole et donc pour la survie même de la population. Le maintien de l'ordre et de la justice reposait également sur cet équilibre entre autorité centrale et pouvoirs locaux. Les chefs de village ou de district avaient des responsabilités spécifiques en matière de règlement des conflits et d'application des normes sociales traditionnelles. Ces fonctions, bien que décentralisées, demeuraient sous l'égide de l'administration royale. Ce maillage administratif complexe reflétait une compréhension avancée de la nécessité de concilier autonomie locale et unité impériale. Un autre aspect notable de cette organisation était la mobilisation des ressources humaines. L'Empire pouvait compter sur une main-d'œuvre nombreuse pour réaliser ses grands projets de construction, notamment les temples monumentaux d'Angkor. Les corvées et les travaux collectifs étaient institutionnalisés, impliquant la participation des différents groupes sociaux. Les artisans, les ingénieurs et les ouvriers travaillaient sous la direction d'experts désignés par l'État, ce qui témoignait d'une organisation hiérarchique mais harmonieuse. L'ensemble du système politique khmer repose en grande partie sur une conception symbolique du pouvoir. Le mandala, modèle politique d'origine indienne, illustre ce principe. Au centre, le roi, incarnation du dieu-roi, rayonne un pouvoir qui s'étend progressivement vers l'extérieur, selon des cercles d'influence décroissantes. Ce schéma justifie l'autorité centrale, tout en reconnaissant une certaine autonomie des territoires périphériques. Cette structure inspirait autant la loyauté que le respect des traditions ancestrales. Les archives épigraphiques et les inscriptions sur les monuments d'Angkor fournissent de nombreuses informations sur cette organisation. Elles révèlent une administration très détaillée, avec des recensements, des listes de biens et des mentions précises concernant les privilèges attribués au temple. Ces documents montrent comment le pouvoir religieux était intégré dans le système politique, servant autant à légitimer le règne qu'à organiser la société. Ils témoignent également d'une grande rigueur administrative, rarement égalée dans d'autres civilisations contemporaines. La structure sociale et politique des Khmers reposait sur un équilibre subtil
entre centralisation et réseaux locaux. L'efficacité de ce système permit à une civilisation d'édifier des monuments qui subsistent encore aujourd'hui, révélant une complexité organisationnelle impressionnante. Cette harmonie entre pouvoir spirituel, autorité monarchique et fonctions administratives expliquait la durabilité de l'Empire, malgré les tensions internes et les menaces extérieures. Le rôle du souverain dépassait souvent le simple cadre administratif. Il jouait un rôle essentiel dans les cérémonies et les rituels, renforçant ainsi son image de protecteur de l'ordre universel. Cette dimension religieuse du pouvoir politique était le ciment qui unissait les différentes couches de la société, assurant la cohésion idéologique nécessaire à la stabilité. Le souverain symbolisait l'équilibre entre les forces cosmiques, ce qui justifiait son autorité auprès de ses sujets. Les réseaux locaux étaient par ailleurs essentiels à la gouvernance quotidienne. Les chefs de village jouaient un rôle pivot dans l'organisation agricole, la gestion de l'eau et la résolution des conflits. Leur connaissance des réalités locales leur permettait d'adapter les directives centrales aux spécificités territoriales. Cette interaction constante entre pouvoir central et acteurs locaux offrait une flexibilité indispensable au bon fonctionnement de l'Empire. Des institutions comme les temples constituaient également des centres de pouvoir économique et social. Ils contrôlaient de vastes domaines, employaient de nombreux travailleurs et servaient de lieux d'éducation et de culte. Cette double fonction renforçait le lien entre religion et politique, faisant des édifices sacrés des leviers de pouvoir et de cohésion sociale. La richesse matérielle et culturelle liée à ces institutions participait à la grandeur et la pérennité de l'Empire khmer. La circulation des idées, des technologies et des ambassadeurs favorisait aussi cette organisation en réseau. L'Empire entretenait des relations diplomatiques avec des royaumes voisins, facilitant les échanges commerciaux et culturels. Ces interactions contribuaient à enrichir l'administration et à affirmer l'importance régionale de la cour impériale. Ainsi, l'Empire khmer se situait dans un ensemble plus large où la diplomatie jouait un rôle complémentaire à la gouvernance interne. Dans la vie quotidienne, les habitants de l'Empire évoluaient dans une hiérarchie claire, mais aussi dans une communauté solidaire. Chaque groupe social avait un rôle spécifique, lequel était encadré par le système politique et religieux. Cette donnée renforçait un sentiment d'appartenance collective, essentiel afin de maintenir la stabilité et la coopération nécessaires au développement et à la prospérité. Le respect des règles et des rituels contribuait à préserver cet équilibre. Il est également important de souligner le rôle de la légitimité. La souveraineté royale était justifiée par la tradition, la religion et le maintien de l'ordre cosmique. Ce lien entre pouvoir politique et ordre spirituel établissait la base d'une autorité incontestée, mais responsable. Celui qui portait la couronne n'était pas seulement un homme, mais l'incarnation d'une force supérieure guidée par la sagesse et la justice. En résumé, l'organisation sociale et politique de l'Empire khmer constitue un exemple remarquable d'un système à la fois structuré et dynamique. Elle reflète une volonté consciente de combiner pouvoir centralisé fort et gestion locale adaptée. Cette combinaison permit de soutenir un vaste empire dont les traces monumentales demeurent un témoignage durable. Ces fondements politiques et sociaux ouvrent donc la voie à une compréhension plus approfondie de l'évolution historique et culturelle de la région. Ainsi, après avoir examiné cette structure complexe, il convient de s'intéresser à la dimension culturelle et symbolique que prennent ces édifices. Ces monuments révèlent non seulement un pouvoir matériel, mais aussi une expression spirituelle et artistique qui mérite une étude approfondie. Le prochain chapitre explorera donc les significations cachées et les symboles gravés dans la pierre d'Angkor. Les mystères des sculptures et bas-reliefs. Les sculptures et bas-reliefs qui ornent les temples d'Angkor représentent un témoignage précieux de l'histoire et de la culture de l'Empire khmer. Ces œuvres, présentes notamment dans les temples emblématiques tels qu'Angkor Wat ou Bayon, abordent une variété de thèmes sacrés et profanes qui illustrent le monde religieux,
politique et sociale du temps. Leur conception reflète une volonté de transmettre des messages durables, ainsi qu'une maîtrise remarquable des techniques artistiques. Les scènes sculptées dessinent souvent des épisodes tirés des grandes épopées hindoues, comme le Ramayana et le Mahabharata, tout en intégrant des éléments spécifiques à la culture khmère. Par exemple, le célèbre bas-relief d'Angkor Wat, qui représente le bataille de Kurukshetra, illustre un combat entre deux factions humaines, symbolisant la lutte entre le bien et le mal. La précision des détails témoigne d'une grande rigueur dans la représentation des armures, des armes et des postures guerrières, soulignant ainsi l'importance accordée à la narration visuelle. Par ailleurs, ces reliefs incarnent également des scènes de la vie quotidienne au sein de l'Empire, révélant des aspects sociaux et économiques. On y trouve des représentations de marchés, d'assemblées, de rites agricoles, mais aussi de divertissements comme la danse ou la musique traditionnelle. Ces illustrations apportent une compréhension plus complète de l'environnement khmer, montrant que l'art ne se limite pas à la sphère religieuse, mais embrasse toute la réalité humaine. Un autre aspect notable réside dans la présence répétée de divinités et figures mythologiques, qui occupent une place centrale dans la conception des temples. Vishnu apparaît fréquemment, en particulier à Angkor Wat, soulignant le lien entre le pouvoir royal et la divinité protectrice. De même, des représentations de Shiva, de Bouddha, ainsi que de figures comme Garuda ou Naga contribuent à la diversité symbolique des reliefs. Chaque image possède une signification précise, soulignant des concepts religieux tels que la protection, la fertilité ou le pouvoir cosmique. Les techniques sculpturales utilisées témoignent d'une grande sophistication. Le travail du grès, matériau principal des œuvres, permet d'atteindre des détails fins tout en assurant une solidité durable. Les artistes khmers ont su exploiter la surface des murs pour créer des compositions dynamiques, guidant le regard de manière à raconter une histoire de façon fluide, sans rupture. Cette intégration parfaite entre matière et récit renforce l'expérience visuelle et spirituelle que le visiteur ou le fidèle pouvait éprouver. En outre, l'art khmer se caractérise par une certaine stylisation des formes humaines et animales. Les proportions sont souvent idéalisées, avec des visages sereins et des postures équilibrées. Cette esthétique véhicule une idée d'harmonie et d'ordre cosmique. Il ne s'agit pas simplement d'une représentation réaliste, mais plutôt d'une mise en image de principes abstraits, liés aux croyances et aux valeurs de l'époque. Dans les bas-reliefs, les scènes mythologiques sont parfois accompagnées d'inscriptions en ancien khmer ou en sanskrit, précisant le contexte ou la nature des événements représentés. Ces textes renforcent l'aspect didactique des reliefs, qui devinrent ainsi des supports à la transmission du savoir religieux et historique. Ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension des significations cachées derrière les images, souvent accessibles uniquement aux initiés. Un phénomène récurrent dans l'iconographie angkorienne est la présence de motifs animaliers symboliques. Par exemple, le naga, serpent mythique, figure fréquemment dans les architectures et bas-reliefs. Il incarne la protection et la continuité entre le monde terrestre et le monde aquatique. De même, le Garuda, oiseau légendaire, représente la force et la victoire, fréquemment associé à Vishnu. Ces animaux symboliques tissent une toile d'interrelation qui enrichissent la lecture des sculptures. L'étude des scènes de danse représentées sur les murs d'Angkor révèle aussi la place centrale de cet art dans la société khmer. Les danseuses sculptées avec minutie portent des costumes et des attributs spécifiques, témoignant de rituels bien établis. Ces représentations ne sont pas de simples décorations, mais incarnent un lien entre le sacré et le monde humain, illustrant des cérémonies où le geste devient langage et forme de respect. Il est également important de noter la présence de scènes de généalogie et de pouvoir politique. Plusieurs bas-reliefs évoquent des rois légendaires ou historiques entourés de leurs sujets. Ces images servent à affirmer la légitimité divine du souverain, enracinant son autorité dans un ordre cosmique stable.
L'artiste traduit ainsi la relation entre le divin et l'humain, où le roi devient intermédiaire et garant de l'équilibre social. Les bas-reliefs d'Angkor offrent aussi une documentation exceptionnelle sur les échanges culturels et commerciaux. Certains motifs évoquent l'interaction avec d'autres cultures asiatiques, notamment indiennes, chinoises et javanaises. Cette multiculturalité, visible dans les détails architecturaux et iconographiques, démontre l'ouverture de l'Empire Khmer et sa place stratégique dans le réseau commercial régional. Ces influences multiples enrichissent et complexifient la lecture des œuvres. Enfin, ces sculptures ne cessent de livrer des indices sur les techniques de construction et l'organisation sociale qui ont permis leur réalisation. L'ampleur des ouvrages demande une coordination rigoureuse entre artisans, architectes et commanditaires. Chacun des bas-reliefs est le fruit d'un travail collectif qui mêle savoir-faire technique, sens artistique et sensibilité aux besoins symboliques. Cette collaboration reflète la société khmer dans son ensemble, où la centralisation du pouvoir s'exprime dans la grandeur des monuments. Après ce panorama détaillé de la richesse iconographique à Angkor, il est possible d'entrer plus profondément dans l'analyse des symboles et des fonctions religieuses des temples eux-mêmes. Ces espaces sacrés, définis par une architecture ambitieuse, sont le lieu où les messages sculptés prennent pleinement sens, en lien avec les rites et pratiques spirituelles de l'époque. Cette transition ouvre donc la voie à l'exploration des liens entre l'art, la religion et le pouvoir dans l'Empire Khmer. Le déclin de l'Empire Khmer. Les causes internes ont joué un rôle primordial dans la fragilisation de l'Empire. Le système hydraulique, qui pendant longtemps avait permis une agriculture productive, a commencé à montrer des signes d'usure. Les infrastructures d'irrigation, vastes et complexes, nécessitaient une maintenance constante et une organisation rigoureuse. Cependant, des études archéologiques révèlent que ces réseaux ont subi des modifications importantes au fil du temps, ce qui a engendré des périodes d'inondations massives ou de sécheresse prolongée. Ces fluctuations ont compromis la production alimentaire, affaiblissant ainsi l'économie locale et la capacité d'organiser une population dense. Sur le plan politique, l'Empire a également affronté des tensions internes. Le pouvoir, longtemps centralisé autour du monarque, a connu des luttes dynastiques. L'instabilité liée aux successions a affaibli la cohésion de la monarchie, rendant difficile la gouvernance efficace d'un territoire étendu. De plus, la gestion administrative au cœur même d'Angkor semblait perdre en efficacité, comme le suggèrent certaines inscriptions qui témoignent de conflits intestins et de rivalités dans l'élite dirigeante. Les facteurs externes ont aussi contribué à précipiter la chute d'Angkor. Aux alentours du XVe siècle, des incursions venues des royaumes voisins, notamment des Siamois, ont exercé une pression militaire croissante sur l'Empire Khmer. Ces attaques répétées ont non seulement causé des dégâts physiques, mais aussi sapé la confiance des habitants et diminué l'autorité impériale. Cette confrontation militaire, bien que non suffisante à elle seule pour provoquer la fin de l'Empire, a agi comme un élément déclencheur dans un contexte où les vulnérabilités internes s'accumulaient. Par ailleurs, les changements climatiques jouent un rôle non négligeable. Des recherches paléoclimatiques indiquent que la région a connu des cycles alternants de sécheresse sévère et de pluies intenses dans cette période. Cette instabilité météorologique a perturbé les rythmes agricoles et hydrauliques, rendant plus difficiles les campagnes de récolte. Les conséquences sur la démographie et l'économie sont apparues sous la forme de déplacements de population et d'une réduction progressive de la richesse produite. Le déclin d'Angkor s'inscrit également dans le cadre des transformations régionales. L'essor de nouveaux centres de pouvoir et de nouvelles routes commerciales a déplacé les flux économiques et culturels. Le rôle d'Angkor comme carrefour majeur a été contesté par l'émergence de villes côtières dynamiques, notamment dans les zones côtières aujourd'hui situées au Vietnam. Ce déplacement a limité l'influence économique de l'Empire Khmer. Sur le plan culturel, l'épuisement de certains cycles religieux pourrait avoir eu un impact indirect sur la société. Angkor,
où la foi hindoue puis bouddhiste s'est manifestée à travers des temples majestueux, a vu évoluer ses pratiques cultuelles au fil des siècles. Ces évolutions témoignent d'une adaptation continue, mais aussi de possibles tensions entre old et new spiritual currents, which may have influenced social unity. Les fouilles et analyses contemporaines fournissent des indices contradictoires mais complémentaires quant aux raisons de ce déclin. L'approche multidisciplinaire combinant archéologie, histoire, climatologie et études anthropologiques contribue à une compréhension nuancée du phénomène. Aucun facteur isolé ne semble suffire à expliquer la chute d'un empire d'une telle envergure. Toutefois, il est intéressant de souligner que malgré la décadence progressive d'Angkor, certains aspects de la civilisation khmère ont perduré. Les savoir-faire techniques liés à l'architecture et à l'hydraulique ont pu être transmis ou adaptés dans d'autres régions, témoignant d'une résilience culturelle. De plus, la mémoire historique et la mythologie qui entourent dans cette période continuent de nourrir l'identité khmère moderne. Ainsi, la chute de l'Empire khmer est le produit d'une interaction complexe entre contraintes environnementales, pression politique interne, défis économiques et agressions extérieures. Cette synthèse permet de mieux saisir les dynamiques qui régissent non seulement l'histoire d'Angkor, mais aussi les processus de transformation des civilisations humaines dans leur ensemble. Cette compréhension du déclin ouvre la voie à l'exploration des leçons que nous pouvons tirer, notamment en termes de gestion des ressources naturelles et d'organisation sociale face aux défis du changement. Le récit d'Angkor reste un rappel précieux des équilibres fragiles qui soutiennent les grands ensembles politiques et culturels. La suite de notre exploration aborde désormais l'héritage tangible laissé par l'Empire khmer et la redécouverte de ses trésors dans les siècles qui suivirent. La redécouverte d'Angkor à l'époque moderne. Au cœur de cette redécouverte, une figure emblématique émerge, un explorateur français nommé Henri Mouhot. Arrivé au Cambodge au milieu des années 1850, il fut l'un des premiers Européens à documenter précisément les architectures monumentales. Ses carnets de voyage contiennent des descriptions détaillées des temples, notamment celui d'Angkor Wat, soulignant leur dimension exceptionnelle et la finesse des sculptures. Toutefois, sa lecture attentive révèle aussi son étonnement devant les ruines et une certaine méconnaissance des dynamiques historiques ayant conduit à leur construction. Il attribuait souvent ces édifices à une civilisation disparue, ce qui reflète les limites des connaissances contemporaines. Ses écrits ont néanmoins joué un rôle crucial en suscitant un intérêt international pour ce site. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les autorités coloniales françaises ont pris conscience de l'importance culturelle et archéologique de la région d'Angkor. C'est dans ce contexte politique que débute la première phase de restauration et de préservation systématique. Sous l'égide de l'École française d'Extrême-Orient, fondée en 1904, les études se multiplient, appuyées sur une méthodologie de plus en plus rigoureuse. Les chercheurs s'efforcent de comprendre non seulement la structure architecturale, mais également les textes inscrits en sanskrit et en ancien khmer. Ces inscriptions se révèlent être des clés essentielles pour le déchiffrement de l'histoire de l'Empire khmer, de son organisation sociale et de ses croyances religieuses. Le travail de conservation engage alors une collaboration entre spécialistes de plusieurs disciplines. Les architectes, les historiens, les linguistes et les archéologues unissent leurs savoirs pour mettre au jour l'ampleur réelle d'Angkor. Les fouilles entreprises permettent de restituer l'ampleur urbaine et la sophistication hydraulique qui caractérisaient jadis cette métropole. Ce système d'irrigation, fondé sur des réservoirs et des canaux, attestait d'une gestion avancée des ressources naturelles. Les chercheurs ont également découvert que l'ensemble architectural répondait à des principes cosmiques, symbolisant la montagne mythique du mont Méru, élément fondamental de la cosmologie hindoue et bouddhiste. Ainsi, chaque pierre témoigne d'une volonté de rendre visible l'univers spirituel au travers de l'espace terrestre. La redécouverte d'Angkor a profondément influencé la discipline naissante de l'archéologie en Asie du Sud-Est. Avant cette révélation, cette région était souvent marginalisée dans les récits historiques mondiaux. La mise au jour systématique des ruines
a permis de reconsidérer l'importance des civilisations locales et leur contribution à l'histoire universelle. De plus, ce travail a ouvert la voie à une appréciation renouvelée de la richesse culturelle cambodgienne, que les rapports coloniaux avaient tendance à sous-estimer. La conservation d'Angkor est ainsi aussi un acte politique, révélant une volonté de préserver un patrimoine emblématique face aux transformations rapides de la modernité. Toutefois, cette entreprise n'a pas été exempte de défis majeurs. La jungle recouvrant les ruines impose une lutte constante contre les éléments naturels. La déforestation, la biodiversité locale et les phénomènes climatiques demandent des interventions permanentes pour éviter la détérioration des structures. Par ailleurs, les conflits politiques survenus dans la région au cours du XXe siècle ont interrompu temporairement les travaux. Malgré ces obstacles, les efforts se sont poursuivis avec une intensité renouvelée à chaque reprise. La reconnaissance d'Angkor comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO dans les années 1987 a renforcé l'attention internationale portée à sa sauvegarde. Les recherches menées depuis un siècle ont également révélé la complexité sociale et religieuse qui sous-tendait l'Empire khmer. Cette civilisation a su bâtir un réseau de villes reliées entre elles par un système sophistiqué, reflétant une organisation centrale forte. Les temples d'Angkor ne représentent pas uniquement des lieux de culte. Ils incarnent aussi le pouvoir du souverain et sa relation avec le divin. La permanence de certains emblèmes religieux dans ces monuments confirme la continuité des traditions, même lorsque les formes politiques évoluaient. Ainsi, la redécouverte moderne a permis de percevoir la profondeur d'un passé souvent méconnu à travers les pierres silencieuses des temples. En parallèle, l'étude des sculptures et des bas-reliefs a révélé une grande richesse iconographique. Ces représentations narrent des épisodes mythologiques et historiques, illustrant tant le dynamisme culturel que les structures du pouvoir. Parmi les scènes gravées, certaines évoquent les conquêtes militaires de l'Empire, tandis que d'autres montrent des rituels religieux complexes. Ces images statiques mais expressives accompagnent le visiteur à travers un voyage dans le temps où se dévoilent les croyances et les valeurs khmères. Ce langage visuel a suscité un intérêt considérable et contribue encore à la compréhension globale de cette civilisation. Au-delà des recherches strictement archéologiques, la redécouverte d'Angkor a influencé la perception artistique internationale. La beauté harmonieuse des proportions et la finesse des décorations ont inspiré de nombreux artistes et architectes. Cette influence s'étend jusqu'à aujourd'hui, où l'étude d'Angkor continue d'enrichir les échanges interculturels. Les travaux réalisés ont également sensibilisé aux enjeux de protection du patrimoine face aux pressions du tourisme et des transformations locales. La valorisation d'Angkor s'inscrit donc dans une dynamique globale de sauvegarde et de transmission culturelle. Les explorations du XIXe siècle, bien qu'empreintes des préjugés de leur époque, ont jeté les bases d'un dialogue scientifique qui se poursuit encore aujourd'hui. L'étude permanente des différents aspects du site a permis d'approfondir la connaissance des sociétés anciennes et d'affiner les méthodes de conservation. La redécouverte d'Angkor symbolise ainsi une étape majeure dans la reconnaissance des civilisations non occidentales et leur place dans l'histoire mondiale. Par la patience et l'observation, cette cité oubliée a repris vie dans l'imaginaire collectif des chercheurs et des amateurs d'histoire. L'importance historique de cette redécouverte réside aussi dans le fait qu'elle a révélé un lien précieux entre passé et présent. Les ruines d'Angkor témoignent de la capacité humaine à créer des œuvres monumentales en harmonie avec leur environnement et leurs pensées. La compréhension progressive de ces vestiges offre un exemple inspirant d'interaction entre culture, nature et spiritualité. Enfin, les réalisations techniques et artistiques de l'Empire khmer permettent de mesurer la diversité des trajectoires civilisationnelles à travers le temps. Ce retour à Angkor nourrit ainsi un dialogue entre les époques, enrichissant la mémoire collective. Alors que les recherches et les restaurations avancent, la redécouverte d'Angkor continue d'être un processus vivant. Chaque nouvelle découverte apporte des clés pour mieux comprendre cette civilisation exceptionnelle et révèle la complexité
des interactions historiques. L'étude de ce site majeur suscite un intérêt renouvelé, désormais partagé au-delà des cercles académiques. Dans ce voyage au cœur du passé, les ruines parlent sans mots, racontant une histoire inscrite dans la pierre, prête à être explorée toujours plus en profondeur par les générations futures. Cette redécouverte marque donc une transition pour aborder l'ancienne splendeur d'Angkor sous des perspectives historiques et scientifiques nouvelles, invitant à poursuivre vers un examen détaillé de ses caractéristiques culturelles et architecturales. L'héritage de la civilisation khmère aujourd'hui. L'héritage matériel d'Angkor est indéniable. Les monuments majeurs tels que Angkor Wat, Bayon ou Ta Prohm témoignent d'une maîtrise artistique remarquable et d'une organisation sociale avancée. Leur restauration a mobilisé des efforts internationaux importants, s'inscrivant dans un projet de préservation à long terme. Ces sites constituent désormais non seulement une attraction touristique cruciale, mais aussi une source d'identification nationale pour les Cambodgiens. Ils symbolisent la résilience d'un peuple capable de surmonter les épreuves de l'histoire, incluant des périodes de conflit et d'abandon. Au-delà du visible, la civilisation khmère imprègne les traditions culturelles et religieuses contemporaines du Cambodge. Le bouddhisme Theravada, aujourd'hui dominant, a hérité d'éléments issus de pratiques animistes et hindoues anciennes, entretenues et transformées au fil des siècles. Les fêtes, les danses traditionnelles et l'artisanat racontent encore cette continuité vivante. Par exemple, les bas-reliefs d'Angkor, qui illustrent des épisodes mythologiques et historiques, sont une source d'inspiration pour les artistes locaux. Cette transmission contribue à forger une identité culturelle distincte qui joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale. La vocation touristique d'Angkor se conjugue avec les enjeux de développement durable. La fréquentation massive soulève des défis en matière de conservation des structures fragiles et de gestion de l'environnement. Des programmes dirigés par des institutions locales et internationales tentent d'équilibrer la valorisation économique et la protection patrimoniale. Ce modèle a vocation à garantir que les générations futures pourront continuer à bénéficier de ce patrimoine, tout en respectant les besoins des communautés locales. Le phénomène touristique participe ainsi à dynamiser l'économie régionale, créant des emplois et promouvant l'artisanat traditionnel. Sur le plan scientifique, Angkor reste un terrain fertile pour les recherches archéologiques et historiques. Les avancées technologiques, telles que la photographie aérienne et l'imagerie par satellite, ont permis de révéler des réseaux urbains complexes et des systèmes d'irrigation sophistiqués. Ces découvertes enrichissent à la compréhension de l'organisation politique, économique et sociale de l'Empire. Elles éclairent également les raisons possibles de son déclin, souvent associées à des facteurs environnementaux et à des bouleversements internes. La collaboration internationale entre chercheurs favorise un dialogue culturel et scientifique fructueux. L'importance diplomatique et culturelle d'Angkor dépasse le seul cadre cambodgien. Patrimoine mondial inscrit par l'UNESCO depuis plus de 30 ans, il symbolise l'engagement global en faveur de la protection du patrimoine commun de l'humanité. De nombreux pays participent à sa restauration et à sa promotion, contribuant ainsi à faire connaître cette civilisation à l'échelle planétaire. Cette dimension universelle renforce la fierté nationale et positionne le Cambodge sur la scène internationale comme un acteur majeur de la préservation culturelle. Par ailleurs, la représentation d'Angkor dans les arts et les médias contemporains nourrit un imaginaire collectif. On retrouve son architecture emblématique dans des films, des livres, des expositions et des œuvres artistiques diverses. Cette appropriation se fait parfois sous des formes hybrides, mêlant tradition et modernité. Elle participe à la diffusion d'un patrimoine vivace et dynamique. Le tourisme culturel associé développe l'apprentissage, l'échange et la sensibilisation aux valeurs historiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension interculturelle. Il est également important de souligner le rôle des communautés locales dans la sauvegarde et la valorisation d'Angkor. Le savoir-faire traditionnel est transmis de génération en génération à travers les métiers d'artisanat, comme la sculpture sur pierre et la restauration.
Les habitants sont partie prenante dans l'accueil des visiteurs et la gestion des sites, renforçant le lien entre patrimoine et vie quotidienne. Cette implication favorise la durabilité des initiatives et assure la pertinence des mesures de conservation adaptées aux réalités sociales et économiques locales. Enfin, une réflexion sur l'héritage khmer invite à considérer la continuité entre passé et présent, entre tradition et innovation. Le Cambodge d'aujourd'hui, tout en s'inscrivant dans la modernité, garde vivante la mémoire d'un empire qui a marqué l'histoire mondiale. Angkor n'est pas uniquement un témoignage figé, il est un patrimoine vivant, objet de recherche, d'inspiration et de fierté. Sa connaissance approfondie et son respect permettent de mieux envisager les enjeux contemporains liés à l'identité culturelle et au développement durable. Cette continuité prépare ainsi le terrain pour explorer d'autres aspects fondamentaux de ce riche héritage dans la suite de notre récit.